Années 80, c'est l'alarme en Méditerranée. La mer étouffe sous la pollution, les eaux sont impropres à la baignade. Des biotopes entiers sont détruits. Plusieurs espèces sont menacées de disparition imminente. Pierre Boisserie, expert en eau côtière à l'Agence de l'eau, évoque le sentiment dominant à l'époque. Le grand public et les scientifiques sont inquiets. C'est la catastrophe, la mer Méditerranée est en train de mourir et c'est inéluctable. Les égouts directement déversés en mer, les rejets d'hydrocarbures et de déchets de toutes sortes, la construction de nouveaux ports, le bétonnage effréné du littoral, la surpêche, l'ignorance des problèmes écologiques et l'indifférence à leur égard sont mises en cause. La communauté scientifique en fait, s'est fortement mobilisée, donc, notamment en matière de communication, sensibilisation. Ils informent en fait, le grand public, ils mobilisent les décideurs et les élus et ils réussissent, grâce à cette mobilisation forte et à une grande volonté, à faire prendre conscience de la nécessité d'agir. Qu'a-t-on fait depuis, en 30 ans? De Cerbère à Vintimille, que peut-on voir sous la mer aujourd'hui, dans les 60 premiers mètres de profondeur? Quelques exemples d'actions de préservation conduites sur cette côte, accompagnés de quelques témoignages d'observateurs et d'acteurs du changement sur le littoral méditerranéen français, vont nous fournir autant d'éléments de réponse. Parmi les différentes composantes de l'État, l'Agence de l'eau a mis en place une démarche spécifique, un plan d'action spécifique. Ce plan d'action a permis de mobiliser des moyens financiers et techniques. Pour justement être plus efficace en faveur de la Méditerranée, nous avons eu besoin à l'agence de mieux comprendre et de mieux connaître. On a donc développé de nombreux partenariats avec la communauté scientifique. En développant leurs investigations, les scientifiques ont très vite perçu la nécessité d'élargir leur domaine de recherche sur le milieu marin. À l'époque, si, il y avait quelques éléments d'information, surtout autour des, c'est amusant, autour des trois grandes centres d'études scientifiques qui étaient les stations marines de Villefranche, de Marseille et de Perpignan. Mais au-delà de ça, il y avait une méconnaissance importante sur l'ensemble du fonctionnement des systèmes méditerranéens. Les scientifiques ont donc largement accru leurs connaissances sur le monde sous-marin. Mais aujourd'hui encore, l'acquisition de nouvelles informations s'avère tout aussi indispensable. Dans ce contexte, le chercheur en écologie marine Éric Dutrieux et son équipe des agences Créocéan élaborent des missions d'étude des paysages sous-marins côtiers français, de la frontière espagnole à la frontière italienne. Ils travaillent en partenariat avec l'Agence de l'eau. L'objectif de cette opération, c'est de définir un indice dans le but d'appréhender la notion de paysage sous-marin. Les équipes Créocéan doivent plonger sur plus de 150 sites différents. Une série de critères, déterminés principalement par la qualité des milieux physiques et biologiques, permet de dresser un état des lieux précis, d'observer l'état de santé des fonds et d'établir un bilan qualitatif pour chaque paysage sous-marin observé. Ces plongées, associées à toutes celles que Créocéan effectue en utilisant diverses technologies pour observer la Méditerranée, permettent de constituer une importante base de données fondée sur une expérience et des témoignages directs. Après avoir été analysées, ces informations seront mises à la disposition des autres scientifiques, mais aussi du public et des décideurs pour qui elles constitueront un solide support à la réflexion. Aujourd'hui, on ne connaît pas beaucoup sur la biodiversité côtière méditerranéenne dans sa totalité. C'est-à-dire, il y a un énorme travail de cartographie qui reste à faire. Il a fallu aussi aider à bâtir des politiques d'intervention, mobiliser des conseils généraux, des conseils régionaux, des collectivités pour mettre en œuvre de façon concrète en fait, les actions sur le terrain. Les principaux acteurs ont été les collectivités, les villes et les communes. Ce sont elles qui ont mis en place sur le terrain les actions, les stations d'épuration, les actions de protection. Par contre, l'État et l'Agence de l'eau leur a donné les moyens, notamment les moyens financiers, pour mettre en œuvre concrètement ces actions.
Parmi les causes du changement d'attitude générale, la prise de conscience de la valeur économique de l'environnement a joué un rôle majeur. Notre fonds de commerce à nous, c'est notre environnement et notre patrimoine environnemental. Donc pour les élus de cette commune, il était évident que c'était ce qu'il fallait protéger, promouvoir et valoriser. Donc ces 30 dernières années ont été vouées à ça. Ça fait quelques années que les différentes institutions relèvent cette importance à travers des chiffres d'affaires, tout simplement. L'activité plongée sur la Cota, c'est 600 000 € de chiffre d'affaires. La voile, c'est 800 000 € de chiffre d'affaires. L'activité balnéaire, c'est plus de 1,5 million de chiffre d'affaires. Pour que ces activités perdurent et se développent, il faut un environnement de qualité. Donc préserver l'environnement, ce n'est pas seulement une demande économique, mais c'est aussi une demande sociale de la part du citoyen. Un des enjeux majeurs, c'est assainir l'espace littoral. Au début des années 80, on n'a quasiment aucune station d'épuration. De nos jours, on a près de 150 unités d'assainissement sur l'espace littoral. Avant d'aller plonger dans la baie de La Ciotat, Pierre Boisserie et Olivier Belda vont examiner la sortie de la nouvelle station d'épuration, partiellement financée par l'Agence de l'eau. Les premières observations sont encourageantes. À moins d'une centaine de mètres de la sortie de l'émissaire, les cystosères, des algues brunes, colonisent les roches battues par les vagues. C'est un indicateur de la bonne qualité des eaux. Un peu plus loin, voici la sortie de la station. C'est vraiment un bonne voie. J'ai des souvenirs d'ici où il était très difficile de pouvoir rester tout simplement parce que c'était irrespirable. Là, au jour d'aujourd'hui, on peut presque s'y baigner. Tu vois, regarde, l'eau est quasiment transparente, il y a encore quelques particules, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a quelques années. J'arrive à voir ma main. T'as vu le Je suis assez surpris par la couleur de l'eau. Par contre, tu vois, la faune fixée, notamment les algues qu'on retrouve là, sur la partie RO, on les a pas, quoi. Il reste encore quelques petites imperfections. En voici peut-être la raison. Olivier vient voir, on doit avoir un petit lâcher de la station d'épuration. Donc, tu vois, l'eau est beaucoup plus trouble, beaucoup plus noire, on ne voit plus le fond. Elle est chargée en particules et on commence à avoir quelques odeurs. Alors, il y a peut-être eu un souci au niveau de la station d'épuration, parce que la qualité en fait, du rejet là, elle devrait pas être de cette qualité à la sortie. De toute façon, on devrait avoir une eau qui soit beaucoup plus propre. Il y a peut-être eu un souci à la station. Ça montre bien déjà, la différence qu'il y avait avant et après, quoi. Et deux, le fait qu'il y a encore du boulot. Éric Dutrieux et Jean-Philippe Morin, directeur de l'Observatoire marin de Cavalère, vont plonger pour examiner l'émissaire de cette commune. Il mesure 1400 mètres de long et il est censé rejeter à 40 mètres de profondeur une eau épurée à 92% pour les principaux polluants. L'une des premières étapes de l'assainissement du littoral consiste schématiquement à rassembler et recueillir les eaux usées, à les traiter dans les stations d'épuration et à les envoyer le plus loin possible de la côte grâce à de longs émissaires. Le fond de l'eau est très propre, l'eau est très claire. L'émissaire donc est posé sur le sol, il est recouvert d'un peu de fouling, quelques bestioles, pas tant que ça. Et vraiment, on voit quasiment rien qui sort du tuyau en fait, hein, et des diffuseurs qui sont placés sur les côtés de l'émissaire. À peine un petit nuage lié au changement de densité de l'eau. Le dernier traitement qui a été fait, le traitement biologique, donc qui est fonctionnel depuis 2 ans, a même modifié l'apparence de l'eau, elle est beaucoup moins sombre quand elle sort. On voit même quelques pieds de Posidonie. Aujourd'hui, quand on s'intéresse au rejet urbain, on commence à regarder des substances qui se trouvent en quantité très faible, comme par exemple les médicaments, et qui peuvent présenter le risque d'intégrer la chaîne alimentaire. Donc ce sont des substances qui ne sont pas dangereuses aux concentrations à laquelle elles sont rejetées, mais une fois intégrées dans la chaîne alimentaire, elles arrivent au dernier maillon de la chaîne alimentaire, où là elles atteignent des concentrations qui peuvent être dangereuses pour l'homme. Bon, j'ai parlé des médicaments, mais on peut aussi penser aux métaux lourds qui sont toxiques quand ils sont concentrés, par exemple dans la chair de poisson, comme les thons.
Ce problème commence à être reconnu par les gestionnaires. Pour l'instant, on ne sait pas le traiter. Donc il n'y a pas de mesures qui sont prises en amont pour limiter ce type de pollution. Savoir aujourd'hui scientifiquement quel est l'impact de l'ensemble de ces substances, et pas groupe par groupe sur le milieu, est un défi majeur sur lequel on est en train de travailler. En 30 ans, on a construit de nouveaux ports. Plusieurs ont été agrandis, mais pour certains d'entre eux, des travaux importants ont été accomplis afin de diminuer leur impact négatif sur le milieu marin. À ce propos, Éric Dutrieux rencontre Rémi Drouin, directeur de l'environnement de la ville de Cavalère. Donc apparemment, l'eau a l'air assez claire. Hein. C'est le constat qu'on peut faire maintenant, au bout d'une vingtaine d'années, mais c'est un constat visuel. Et heureusement, on le confirme par pas mal de résultats d'analyse, aussi bien de l'eau que des sédiments. Il y a 20 ans, c'était pas du tout comme ça, on voyait pas. Alors, il y a 20 ans, toute l'aire de carénage était à moitié interplein, non goudronné. Et comme dans tous les ports de France, les eaux de carénage se rejetaient dans le port. Et tout arrivait et était piégé par les sédiments portuaires dans cette zone, avec un bon cône d'échappement, ce qui fait qu'on polluait pas mal de choses. Il y a 20 ans, il n'y avait plus de vie du tout à l'intérieur du port, ça c'est clair. On n'envoyait aucun poisson? Non. Ni poisson, ni crustacés, ni mollusques, ni herbiers. Et puis on s'est dit, s'il y a une action à mener, une action symbolique, c'est vraiment celle de faire que les carénages dans les ports de plaisance soient des opérations non polluantes. Et de là est née cette idée de la première aire de carénage non polluante de France. Alors on a eu beaucoup de chance parce que au niveau politique, c'est une idée qui a séduit la municipalité de l'époque. Au niveau de l'agence de l'eau, c'est passé comme projet pilote, donc on a pu le financer avec un taux de financement que j'ose à peine dire aujourd'hui qui était de 80% si ma mémoire est bonne. Le port continue à améliorer ses installations. 2 débourbeurs d'essuie-leur de 10 mètres cubes enterrés sous le goudron imperméabilisé piègent tous les liquides polluants. La cuve de séchage de boue fonctionne à l'énergie solaire. Le taux de dépollution actuel est de 80%. L'objectif est d'atteindre rapidement les 90%. Vous verrez en sortie de port qu'il y a non seulement de la vie, de la faune, mais il y a aussi de la flore, puisqu'il y a l'herbiette de Cimodocée et l'herbiette Posidonie sont en train de reconquérir l'espace et de rentrer à l'intérieur du port. Cavalère est port pilote de l'opération Port Propre, promue et financée par l'Agence de l'eau et la région. C'est une démarche globale de gestion environnementale, normalisée par des certifications nationales. Des ports de plus en plus nombreux souhaitent y adhérer. Le processus est en bonne voie, mais la tâche est encore longue. Un port n'est jamais un port propre, par principe. Je suis désolé, c'est comme ça. Alors, qu'on essaye de le rendre le plus propre possible, nous sommes d'accord. Tout ce qu'on peut faire, évidemment, pour limiter les impacts, c'est toujours bon, mais il y en a toujours des impacts. Alors, le problème, c'est jusqu'à où on va couvrir l'ensemble du littoral par des ports et leur impact. Une alerte à la pollution vient d'être donnée, comme cela peut arriver plusieurs fois par an sur la côte. Avec le bateau de l'Observatoire marin, Éric Dutrieux, Jean-Philippe Morin et sa collaboratrice, l'ingénieur Bérangère Casalta, partent à la recherche des traces qui ont été signalées. Vas-y là, Donc c'est ça qu'ils ont... C'est ça là, qui s'est échoué, oui. C'est échoué. Alors ça, des formes plus grosses, plus sombres, Plus visqueuse parce que... plus visqueuses. Ça c'est assez gras. Ça a passé plus de temps en mer, on ne sait pas trop pour l'instant ce que c'est. Et ça flotte. Ça flotte, ouais. Il y en avait sur les 4 ou 5 km de littoral. Ça va plaire aux gens. Et ça a une odeur un peu particulière quand même. Hein. C'est pas vraiment... je sais pas, on sent qu'il y a un mélange avec peut-être des produits autres que... Si c'est des fausses septiques, ouais. En fait il doit y avoir des produits chimiques. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une réglementation très très forte pour interdire tout dégazage et toute vidange par toutes ces grosses unités en Méditerranée, ce qui aujourd'hui n'existe pas.
On a maintenant une qualité des eaux de baignade qui est bonne et très bonne quasiment partout sur le littoral. Donc les efforts d'assainissement ont permis notamment de garantir à l'usager du littoral le fait de pouvoir se baigner sans tomber malade en fait, en allant à la plage, quoi. Ça paraît pas grand-chose, mais ça a été un effort constant sur une vingtaine d'années qui n'est pas complètement terminé puisqu'il va falloir prendre en compte de nouvelles sources de pollution, notamment ce qui touche en fait aux pluviales et aux orages. Or, ces eaux pluviales, quand il y a un phénomène orageux ou un phénomène de pluie, lessivent tout le territoire, notamment les zones urbanisées, les zones de parking, les zones industrielles, et vont se rejeter en mer sans dépollution. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que tout ce que l'on met dans le plus petit cours d'eau se retrouve obligatoirement dans la mer, sur la plage. Les apports des fleuves à la mer, c'est une des principales questions qui est posée dans le cadre des conventions internationales. Parce que c'est le bassin versant, c'est tout l'arrière-pays, c'est toute la contamination de l'activité industrielle et urbaine française sur la Méditerranée. En dehors de quelques particularités comme le parc national de Port-Cros, au début des années 80, on n'a quasiment aucune structure de gestion ou aucune politique spécifique pour gérer le milieu marin. Si on prend une carte de Méditerranée, on se retrouve à avoir maintenant une cinquantaine de structures de gestion. Donc à peu près partout, de Bagnous à la frontière italienne en passant par la Corse, on a des collectivités qui se sont organisées pour gérer leur espace. À La Ciotat, pour assurer l'efficacité de la structure locale, on privilégie la concertation, comme en témoigne Olivier Belda. Les difficultés que l'on a rencontrées, c'est d'essayer de mettre tout le monde autour de la table, parce que chaque activité a un petit peu leur spécificité. Et depuis 2001, on s'est attaché à créer un petit conseil de station. On rencontre tous les acteurs, de la plongée, de la pêche, de la voile, du surf, etc. pour essayer d'adapter au mieux notre plan de balisage, pour qu'il soit le plus cohérent possible, afin d'avoir le moins possible de conflits d'usage, mais aussi en matière de protection de l'environnement. Alors là, on va plonger sur un site qui est très connu à La Ciotat. Il y a quelques années, avec le Conseil général, ils ont mis des anneaux d'ancrage pour éviter que l'on mouille avec l'encre. Donc on va voir les effets positifs de cette mesure. Il fallait limiter les effets dévastateurs de la surfréquentation sur la faune et la flore fixée. D'autres communes ont donc suivi l'exemple de La Ciotat, ailleurs sur la côte, en installant des amarrages pour des bateaux de plongée sur les sites les plus visités. À première vue, le résultat semble positif. Donc on voit moins comme auparavant, de corail cassé ou de gorgone abîmée, quoi. Et on trouve même sur le sommet de la pierre un certain nombre d'espèces plutôt fragiles qu'on ne voyait pas ces dernières années. Le corail il est en pleine saleté, chlorine. Ouais. Et puis sur le toit de la grotte, on voit bien des espèces plutôt fragiles qu'on ne voyait pas ces dernières années. Effectivement, c'est un effet de la mesure, mais en tout cas c'est plutôt bon signe, quoi. Ah tiens. Ça va? Ouais, super. Ouais, c'est très joli, ouais. C'est assez agréable. Un peu froid, mais... ouais, un peu froid pour le 28, c'est un peu froid. À Cavalère, chaque année en pleine saison, plus de 100 bateaux viennent mouiller dans la baie. Le CIVOM du littoral des Maures a conseillé la commune pour créer une zone de mouillage organisée. 80 bouées sont installées, une trentaine est réservée aux bateaux de passage. Un canot de la capitainerie du port ramasse les déchets à bord des bateaux. Le principe, ça a été d'installer cela de manière la plus respectueuse des fonds possible, avec des systèmes d'encre à vis ou des corps morts quand on était sur des fonds sableux. Il y a une implantation de suivi d'herbiers, je crois, à proximité. Le balisage a été posé juste en même temps que l'aménagement des bouées. Et en effet, sur certaines balises, on voit une évolution positive de l'herbier de Posidonie qui a tendance à entourer les balises, donc, ce qui démontre une régénération, alors qu'à l'époque, il y avait plutôt une dégradation de l'herbier. Le suivi scientifique des opérations de mouillage est assuré par l'Observatoire marin de Cavalère, créé dans les années 90. L'Observatoire dépend également des communes de Ramatuelle, la Croix-Valmer et le Rayol-Canadelle. Il assure entre autres des missions de formation, d'éducation et de sensibilisation au sujet du milieu marin.
Ces conclusions scientifiques fournissent une aide importante à la gestion des 3 communes. Les balises de l'herbier, elles sont sacrément abîmées là. On voit qu'il y a eu l'effet de la tempête là, un petit peu cet hiver. Hein. Et en fait, pendant 3-4 ans, ça a progressé. Et en 2 mois, il y a eu un recul équivalent à 3-4 ans de progression quasiment. Voilà. Donc il y a dû y avoir des mouvements sédimentaires très importants pendant la tempête. Dans le cadre de leur mission d'études paysagères, Éric Dutrieux et l'équipe Créocéan vont plonger à Carie, en compagnie de Frédéric Bachet, directeur de la réserve marine. Il y a aussi des petits modules qu'on appelle Keops, là, qui ont été testés, qui sont testés depuis 2004. Dans les études qu'on a fait sur les indices présence absence des espèces cibles, on a bien vu que le peuplement caractéristique de la réserve chute à quelques mètres des limites, quoi. Enfin, ça se joue sur une cinquantaine de mètres, quoi, au niveau des limites. Donc il y a vraiment une adaptation, hein, du poisson, hein, à la protection. Les équipes de Frédéric Bachet ont réussi à démontrer que la population de poissons s'accroît non loin de la réserve, où les pêcheurs font davantage de prises qu'auparavant. Des études plus approfondies sont en cours avec les pêcheurs professionnels. L'équipe de Créocéan va consacrer les autres plongées de Carie au récif artificiel implanté en 1997 et en 2004. Là, c'est un tout petit site de récif artificiel et on a un projet de diversification et d'agrandissement. Déjà, il marche très bien puisqu'il a réussi à fixer des compagnes de loups pendant une année entière. On a de temps en temps des dorades, on a des mérous régulièrement sur les récifs puisqu'ils sont dans le coralligène à côté. Donc il y a vraiment des échanges avec les récifs artificiels. Puis après c'est les espèces habituelles, pas mal de rougets, sards, labridés. L'exemple des récifs de Carie et d'autres, à l'étranger, ont semblé suffisamment probants pour que l'on installe récemment 30 000 m3 de récifs artificiels dans la rade de Marseille. Ce qui est surtout intéressant avec les récifs artificiels, c'est qu'on réglemente les activités qu'il y a autour. Donc à la fois le récif est un outil intéressant qui permet à la faune et à la flore de coloniser, et à la fois du fait qu'on organise en fait des activités autour, on diminue les pressions sur la faune et la flore et notamment les poissons, ce qui fait qu'en fait on a une double action renforcée. Les barracudas, regarde la vitesse où ils attrapent. Hein. Départ arrêté. C'est impressionnant. Hein. Nous, on est dans l'eau, c'est notre métier. Bon, moi, quand on me dit qu'il n'y a plus de poissons, aux gens, je leur dis ou vous avez le masque avec la vitre en contreplaqué, ou alors vous n'allez pas à la mer, c'est pas vrai. Parce que ça c'est faux. Si on m'avait dit il y a 20 ans que je verrais ce que je vois aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Gérard Carodano est pêcheur sous-marin depuis 40 ans. Aujourd'hui, il capture des spécimens vivants pour les vendre aux aquariums. C'est en raison de sa longue expérience de terrain qu'Éric Dutrieux souhaite recueillir son témoignage. Il y a beaucoup moins d'hydrocarbures qu'avant, il y a moins de macro-déchets, il y en a encore toujours beaucoup trop, il faut toujours rester vigilant. Mais en ce qui concerne les poissons et les invertébrés, il y a des espèces qui s'étaient raréfiées. Par exemple, la grande nacre, la Pinna nobilis, elle est revenue. Elle, on peut dire qu'elle est revenue. On retrouve des jeunes partout. Voilà, il y a plein de juvéniles. Là, on voit au niveau, indication de niveau, que c'est la qualité de l'eau qui est nettement supérieure. Après, quand les gens me disent les mérous sont revenus, négatif, les mérous sont venus. Ils ne sont pas revenus parce qu'il n'y a jamais eu autant de mérous que maintenant. Ouais. Il y avait quelques gros mérous, il n'y avait pas les mérous juvéniles. Aujourd'hui, les mérous, les jeunes mérous naissent ici. Ce qui est certainement, pour moi, à mon humble avis, c'est en grande partie dû à l'effet réserve positive. Je suis un ancien tueur de mérous et j'ai fait un suivi depuis 40 ans, on va dire, sur cette espèce. Des dentilles, il y en a beaucoup plus qu'avant, des mérous, il y en a beaucoup plus qu'avant.
Des sparidés, je n'ai pas vu régresser, mais les espèces côtières de la bande des 0 à 40-50 mètres, on voit des biomasses de poissons qui sont impressionnantes. Les barracudas, qui aurait pu prédire qu'il y aurait ces barracudas? Et s'il y a les barracudas qui sont des grands prédateurs, c'est qu'il y a la nourriture. Si les pêcheurs sont souvent très catégoriques, les scientifiques demeurent beaucoup plus circonspects dans leurs appréciations. Je pense que les pêcheurs sont parfaitement conscients du rôle qu'ils ont déjà joué et qu'ils ont encore à jouer. Il y a un équilibre qui semble s'être fait à l'heure actuelle entre la production naturelle et l'exploitation. Et une certaine donc équilibre dynamique et une certaine harmonie. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une certaine certitude, d'une certaine durabilité de l'ensemble de cette activité, si tout se maintient au moins au niveau actuel, avec l'esprit de gestion et l'esprit d'exploitation qui règne actuellement sur l'ensemble de nos côtes. Jusqu'à preuve du contraire, en Méditerranée et sur nos côtes, que ce soit à région PACA ou Languedoc-Roussillon, on n'a pas signalé d'espèces de poissons, je dis bien espèces, qui ont disparu. Maintenant qu'il y ait des allègements de stock dus à l'activité générale de pêche, peut-être, dus parfois à la pollution, peut-être aussi, mais sont deux choses totalement différentes. L'éducation à l'environnement ou la sensibilisation des acteurs et des usagers des littorales est un point aussi important d'accompagnement des politiques d'assainissement et de reconquête de la qualité du milieu. Comme d'autres associations sur le littoral, l'association L'Atelier Bleu organise pour tout public, sur le sentier sous-marin de la Ciotat, des activités de sensibilisation au milieu subaquatique, dans l'espoir que les participants et leur entourage adopteront progressivement des comportements respectueux de la mer et de la nature en général. Des aides financières proviennent de l'Agence de l'eau, du Conseil régional, du Conseil général et de la DIREN. Avec les scolaires, c'est particulièrement efficace. On a sensibilisé les enfants à la découverte du milieu marin et on leur a appris les différents biotopes sable, les milieux de vie, la biodiversité. Et c'est surtout de les sensibiliser à la protection de l'environnement. Par exemple, là, pendant la plongée, on a vu des déchets, on est allé les ramasser. Enfin, c'est formateur pour justement qu'ils aient des gestes citoyens plus tard. En 1984, apparaissait dans les eaux de Monaco l'algue tropicale Caulerpa taxifolia, provoquant un vent de panique dans la communauté scientifique. Les prévisions les plus pessimistes envisageaient l'envahissement et la destruction rapide de toutes les biocénoses de la surface au grand fond, avec des conséquences catastrophiques pour la flore et la faune locale. Cette algue est-elle toujours aussi menaçante aujourd'hui ? On la trouve beaucoup plus dans la baie de Cavalère, où là, elle couvre plusieurs dizaines d'hectares. Par contre, aujourd'hui, on a l'impression, c'est pas une certitude, qu'elle est en train de stagner. Elle ne régresse pas, mais on n'a plus l'impression qu'elle progresse. A priori, l'observation qu'on fait ici par rapport à la taxifolia, elle est généralisée, puisque d'autres témoignages situés plus à l'est, du côté des Alpes-Maritimes, semblent confirmer cette observation. Le seul point un petit peu négatif, ça serait la présence de Caulerpa racemosa, en limite inférieure d'herbier, qu'on observe depuis 2-3 ans à peu près. Donc pour l'instant, on n'a aucune certitude sur son développement et le risque que ça peut générer. Elle a tendance à s'étendre ou elle est stabilisée dans une zone donnée? La racemosa, selon nos observations et les retours d'informations qu'on a des plongeurs qui évoluent dans cette zone, elle s'étend de manière assez régulière. On ne la connaissait pas il y a 3 ans sur le site, on la trouve maintenant au pied de quasiment toutes les roches de plongée et dans des profondeurs qui vont de moins 20 jusqu'à moins 40, moins 45 mètres. Elle n'a pas de limite à sa progression. On l'a observé d'abord sur le sable, sur des sables fins, des sables grossiers, tout type de sable, et aussi sur des zones rocheuses qui étaient déjà même colonisées par des espèces de la faune fixée, des spongiaires, des cnidaires, des choses comme ça, et elle le recouvre. On a été à la recherche de la Caulerpa, la racemosa. Tu nous avais dit qu'elle colonisait pas mal le fond. Oui, oui. Bon, effectivement, on en a trouvé, mais finalement en ordre très très dispersé. Il y en a très peu, il y en a des deux côtés du sec. Par contre, on s'est aperçu que tout le long du sec, depuis 30 mètres jusqu'à 20 mètres, on a une algue filamenteuse brune
qui recouvre tout, la roche, mais également les gorgones rouges. Tout est couvert par cette algue qui est certainement saisonnière et qui vient de se développer. Oui, on les trouve souvent, c'est vrai qu'à cette période de l'année, et après elles disparaissent comme elles sont arrivées en quelques jours. Par contre, pour le racemosa, il est probable que plus tard, pareil, dans quelques semaines, elle se redéveloppe comme on a pu la voir nous en fin de saison l'an dernier. C'est un phénomène de disparition-apparition aussi. Ouais. Selon un rapport officiel datant de 2008, entre 0 et 50 mètres, la Caulerpa taxifolia recouvre bien tous les milieux, aussi bien les fonds rocheux que sableux, et toutes les autres espèces d'algues disparaissent sur son nouveau territoire. Mais celui-ci se limite à une superficie de 17 000 hectares, proche des côtes françaises les plus orientales. Aujourd'hui, certains spécialistes récemment encore alarmistes admettent qu'elle serait en voie de régression, grâce aux réactions de la nature générant spontanément ses propres mécanismes de régulation biologique. Au terme de la dernière plongée de leur mission paysagère, Éric Dutrieux et son collaborateur Sébastien Thorin échangent leurs impressions à chaud, dressant un premier bilan informel. Globalement, quand on regarde l'ensemble des plongées qu'on a fait en PACA et l'ensemble des plongées qu'on a fait en Languedoc-Roussillon, on ne peut pas dire qu'on soit inquiet. On est quand même dans un milieu qui est a priori sain. Pour trouver des zones dégradées, il faut vraiment s'approcher des structures aménagées par l'homme, type les aquacultures, les digues. Le seul problème moi, que j'ai constaté, en fait, c'est une forte diminution quand même des herbiers dans l'ensemble du golfe du Lion, surtout dans la partie nord. Parce que ce sont des très très grandes surfaces qui sont concernées. C'est des grandes surfaces, oui. Et je pense que ça a beaucoup régressé. Globalement, on n'observe pas de dégradation caractérisée de la faune fixée. Les plus beaux sites que l'on a observés, ce sont ceux quasiment de l'archipel de Riou à Marseille. Or, ce site se trouve vraiment à proximité du rejet de l'émissaire de Cortiou. Il y a une vingtaine d'années, l'archipel de Riou était menacé à un point qu'on pensait qu'il n'y aurait plus de gorgones du tout. Aujourd'hui, notre étude montre que c'est un des plus beaux sites de la Méditerranée française. Donc en conclusion, des sites qui sont beaux, une faune fixée qui est relativement riche et en tout cas tout à fait conforme à ce à quoi on pourrait s'attendre, et puis presque d'année en année de plus en plus de poissons, notamment dans les zones où ils sont protégés. Au début des années 80, globalement on est un ordre dispersé, comité scientifique, décideurs, quelques gestionnaires. Aujourd'hui, on s'est aperçu que si on a apporté des réponses aux problèmes qu'on a rencontrés, c'est parce qu'on a été coordonnés, solidaires et beaucoup plus efficaces. On ne sait pas ce que sera demain, mais on a tout intérêt à garder en fait, cette dynamique de travail, cette cohérence, pour pouvoir appréhender de manière un peu plus sereine les problèmes qu'on rencontrera. Chacun s'accorde à reconnaître que grâce aux efforts fournis, la situation de la mer Méditerranée s'est nettement améliorée. De nombreux exemples d'actions bien conduites ont prouvé que la volonté d'agir entraîne des progrès considérables. Mais aujourd'hui, l'ensemble du littoral méditerranéen compte plus de 140 millions d'habitants et accueille près de 250 millions de touristes chaque année. La pression sur le milieu marin augmente chaque jour davantage. Un fragile équilibre peut être rapidement détruit par manque de vigilance. Plus que jamais, il est donc nécessaire de maintenir et de développer les mesures de protection en anticipant